C'est la troisième partie de notre émission sur l'agriculture. Donc, nous allons demander à nos invités de nous dire ce qu'ils pensent des solutions envisageables. Qu'est-ce qu'ils préconisent en termes de comment impliquer plus avant la paysannerie à se prendre en charge, à revendiquer son droit à certaines facilitations, comment essayer de mettre fin à l'exode rural, ou du moins, ou encore mieux, dirais-je, de l'inverser. Comment intéresser la jeunesse à investir dans l'agriculture, comment régler le problème de l'eau, quelle culture encourager, dans quelle région, et autres questions que nous poserons à nos invités. Et donc, tout de suite, avec Sassi Balgat, on a parlé des problèmes, on a parlé des abus, on a parlé des scandales, on a parlé des déperditions, des massacres. Mais sinon, comment faire pour mettre fin à tout cela? Et comment faire surtout pour que nous puissions jouir d'une certaine souveraineté alimentaire, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, et comment pouvoir donner un coup d'élan, un élan à cette agriculture? Nous avons des solutions, enfin pas pour l'ensemble, mais on a des solutions, on a des pistes, on a des... Et en même temps, moi je veux tout simplement, parce que nos concitoyens du Sud ont droit aussi à un développement, y compris développement agricole. Donc quand on dit bon, ce n'est pas possible de faire de la vache laitière dans ces conditions, mais ils ont un potentiel de culture unique au monde. Je dis bien unique. C'est des écosystèmes uniques, ça n'existe nulle part. Comme nous disions tout à l'heure au sujet de Deglet Nord. Ouais. Et pas que Deglet Nord. Sur les variétés de dattes, nous avons 1000 variétés. 1000 variétés recensées, qui ne sont pas encore répertoriées, on n'a pas travaillé sur le plan génétique, sur ces variétés-là. Et chaque localité, chaque oasis a sa propre spécificité. C'est un agrosystème particulier. C'est-à-dire quand on sort d'un endroit, on ne peut plus le répliquer ailleurs. Aujourd'hui, nous avons à peu près en date, nous avons palmier dattier, donc production, nous avons à peu près 1 3129 hectares de culture phéniciculture. Et en palmier, en unité, combien nous aurions de palmiers? On a 11 millions de plants. 11 millions. 11 millions, c'est pas assez. 11 millions de plants, mais la production, le rendement, il est très très faible. Il est à peu près équivalent à 73 kilos par arbre. Bon an, mal an. Bon an, mal an. Alors qu'on peut aller dans une moyenne, mais rapidement, à 150 kilos, facilement. Le double. Le double. En quelques années, on règle la question, on règle le problème. Et le problème de l'eau au Sahara? Le problème de l'eau pour le palmier dattier et dans les oasis, j'ai recensé 26 oasis susceptibles de recevoir encore, à peu près on peut aller jusqu'à 200 000 hectares aujourd'hui, on peut aller à 200 000 hectares rapidement sur ces 26 lieux. Le problème, pour le palmier dattier, le problème ne se pose pas. C'est le seul plan, parce que c'est pas un arbre, c'est une herbe. C'est le seul plan qu'on dit qu'il a la tête au feu et les pieds dans l'eau. Dans l'eau, oui. Et là, il a besoin d'avoir ses racines dans l'eau. C'est pour ça qu'on creuse les rottes. Voilà, du pluriel, la roite. La roite. Ouais. Voilà, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Donc nous avons, y compris sur l'exploitation de la nappe, de l'intercalaire, de la nappe, moi je ne suis pas tout à fait fermé à cette... Il faut l'exploiter. On n'a pas le choix. Donc dans les changements climatiques aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut nous satisfaire, arriver à produire sans l'exploitation mais il faut l'exploiter raisonnablement. Justement, ça tombe bien, je voulais vous poser une question. Par exemple, dans la région de l'Oued-Souf, il y a eu ce fameux désastre de la remontée des eaux. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un excès dans l'exploitation des eaux, des eaux profondes, dans l'Albien, et les gens tiraient beaucoup d'eau. Mais comme il faut la rejeter, cette eau, et qu'il n'y a pas d'exutoire naturel dans la région, il n'y a pas d'oued. L'oued est très mal nommé, on dit oued souf, mais il n'y a pas d'oued. Donc les eaux usées n'ont pas d'oued pour être évacuées. Qu'est-ce qui se passe?
elles s'infiltrent et elles vont gonfler la nappe phréatique qui remonte et qui tue les palmiers parce que les palmiers n'ont pas besoin d'être... Vous avez un autre phénomène, c'est une infiltration à partir des chutes. Les chutes sont très très salées. C'est une infiltration d'eau. C'est-à-dire que tant que sur le plan hydrogéologique, on n'a pas fait une étude, tout à fait, parce que ça mérite une étude, ça mérite. Parce que quand on installe des cultures comme ça, il faut prévoir dès le départ le système de drainage. Comment améliorer? C'est-à-dire produire sans altérer, sans détruire l'environnement. Parce que si c'est produire pour détruire les sols, autant laisser les choses à l'état. Donc là, c'est possible, mais à condition qu'il y ait des études, mais des études correctes, des études d'abord. Il y a une expertise, on peut le faire. Nous avons suffisamment d'hydrogéologues, d'agronomes, de pédologues qui sont là et qui ne demandent qu'à travailler et qu'à expertiser ces milieux. Donc là, il faut complètement changer de Donc déjà, pour le Sahara, vous êtes en train de nous parler du Sahara. Déjà, le Sahara, il est possible d'y pratiquer une agriculture très bonne, très particulière. On ne parle pas de vaches laitières, on ne parle pas de... Et ça c'est de l'exportation. Personne ne peut aujourd'hui en être les leaders en matière d'exportation. Nous avons ça, parce que comme c'est une culture à étage, parce que sous le palmier, on peut faire plein de choses. Nous avons aussi la floriculture. Oui. Moi, j'ai dit à un moment, il y a quelques années, je mets la fleur à la parisienne, ici, le matin. C'est-à-dire quand elle va faire le marché, elle va trouver les senteurs de l'Algérie le matin à 8h ou 9h, elle trouvera ça. Et ça se passerait au Sahara? Tout à fait. Il ne ferait pas trop chaud non, pour la culture des fleurs? Non, sous le palmier, c'est un microclimat. Et en bas, il y a le maraîchage. Le maraîchage, vous pouvez faire du maraîchage. Il y a un travail fabuleux mais respectons les écosystèmes. Un écosystème particulier, oasien, il faut le respecter. Il y a une sociologie, il y a des traditions, il y a un sol, il y a un climat particulier. Tout est particulier, une flore particulière. Donc faire fleurir le désert, ce n'est pas un mythe? Non, limité. Limité. C'est là où c'est possible, là où il y a des sols, c'est-à-dire c'est dans les dayas. Là où on a au minimum, on doit avoir 15% de limon. À moins de 15% de limon, autant ne pas se risquer. Mais dans le passé, les populations du Sud ont toujours géré avec... moi, quand j'ai lu une étude sur les Fogara, cette façon ancestrale d'irriguer, d'aller ramener de l'eau, comment le distribuer, je n'en revenais pas. C'est fabuleux. Bien sûr. Restez avec nous. Soufiane Ben Agila. Soufiane Ben Agila. Est-ce que Soufiane Ben Agila est avec nous? Je vous entends très bien. Très bien. Vous êtes avec nous en Skype, je rappelle. Hein? Oui. Alors, Soufiane Ben Agila, nous parlions des solutions que vous pourriez nous conseiller, préconiser, recommandations et toutes remarques. Préconiser faire des propositions vous savez, on connaît très peu, on a très peu de données. Hein. C'est-à-dire même si on donne des orientations et tout, on ne peut pas aller très loin. Pour vous dire à quel point on connaît pas, et ça c'est à l'échelle nationale. Vous savez, l'Algérie déclare la valeur de la production agricole à 35 milliards de dollars. D'accord? D'accord. Et qu'est-ce que ça représente par rapport au PIB? Bon, on parle de 7% du PIB, mais bon, on va y revenir. On parle de 35 milliards de dollars. Le Maroc parle de 12 milliards de dollars, entre 10 et 12 milliards de dollars, sachant que le Maroc a pris énormément d'avance. Alors, nous, on parle de 35 millions. Ça veut dire le triple, ce qui est déclaré du moins, et le triple du Maroc, hein? Non, oui. Et nous, c'est encore pire, c'est pas rien que le triple. Parce que nous, on travaille en fait à peine 5 millions d'hectares. Et sur les 5 millions, il y a 3,5 millions c'est des céréales. À supposer que toutes les céréales, on enlève les 5 milliards de dollars, c'est pour les céréales. Il nous reste 30 milliards de dollars sur 1 million d'hectares.
Alors, pour le Maroc, c'est à peu près entre 1,2 et 1 à 1,2 milliard de dollars par hectare. D'accord? D'accord. Nous, c'est 30 milliards de dollars par hectare, par million d'hectares. Pour vous donner une idée au niveau de l'UE, la productivité d'un hectare, c'est tout global, hein, elle est de 2,4 milliards de dollars par hectare. Nous, c'est 30 milliards de dollars par hectare. C'est incroyable. Vous êtes en train de nous dire qu'il falsifie des chiffres à un point absolument... Et je défie quiconque des structures de l'agriculture de me vérifier, de me donner la véracité de ces 35 milliards de dollars, d'où c'est qu'ils les sortent. Ça d'une part. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, ça c'est des choses qu'on peut vérifier parce que c'est à l'international. L'Afrique importe pour 30 à 35 milliards de dollars d'alimentation. D'accord? Oui. L'Afrique. Oui. Nous, on importe 10 milliards de dollars, à peu près. C'est-à-dire on importe le tiers de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Et là, je veux rebondir sur l'argument de la démographie. On dit que l'Algérie, la démographie, etc. Vous savez, l'Afrique, en 1960, on était à pratiquement presque 300 millions d'habitants. L'Afrique entière, actuellement, l'Afrique, elle est à 1,2 milliard. C'est-à-dire que c'est toute l'Afrique la population s'est multipliée par 4. Hein? Et ce n'est pas tout le monde qui a eu 1000 milliards de dollars. D'accord? Quand je dis 1000 milliards de dollars, il faut positionner ce que c'est que ces 1000 milliards de dollars. Je donne comme ça des références. Avec le plan Marshall, après la Deuxième Guerre mondiale, réévaluation, j'ai un chiffre de 2012 ou 2013, évalué à 220 milliards de dollars. Alors, 220 milliards de dollars qui auraient servi à construire un continent à moitié démoli par la guerre, et nous, 1000 milliards de dollars, on s'est acheté avec notre insécurité alimentaire, et voilà quoi. Parce que jamais, au grand jamais, vous remontez même au paléolithique, paléo-berbère, le régime alimentaire, on n'a jamais souffert, on n'a jamais été autant exposé au risque de famine. On produit, quand on voit les chiffres, on dit qu'il y a une croissance à 2 chiffres et tout, c'est pas vrai parce que les courbes sont là. Et les courbes sont là, les données sont là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est par rapport à notre exportation. Alors, la situation, vraiment fouiller là-dedans, dans ces chiffres-là, ça démoralise. Alors, notre exportation en 2014, elle était, je crois que c'était 316 millions de dollars, d'accord? 316 millions de dollars. Alors, vraiment, sur les 316 millions de dollars, on a 72%. Ce chiffre, c'est du sucre. Vous m'avez entendu? Oui. C'est du sucre, 72%. Nos exportations alimentaires, c'est du sucre. Du sucre qui est raffiné, qui est revendu. C'est-à-dire, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? On exporte du sucre? On exporte du sucre? Exactement, voilà. J'ai dû relire plusieurs fois. C'est les chiffres du CNIS. Hein. Et il y a Algex aussi. On exporte du sucre, on achète du sucre qui n'est pas raffiné, on le raffine et on le revend. Et dans nos exportations alimentaires, il y a des pâtes, il y a des yaourts, etc. Avec ça, on arrive à peine à 1 million de dollars, d'accord, à 100 millions de dollars. Alors, pour vous dire, c'est-à-dire la situation, c'est vraiment un peu, pour vous dire, ce qu'on importe comment on appelle ça, les produits, les intrants pour les équipements agricoles, voilà. On importe pour à peu près 4 millions de dollars, 400 millions de dollars en équipement agricole, hors semences, d'accord? Ça veut dire ce qu'on vend comme agriculture ne nous paye même pas les équipements agricoles qu'on achète chaque année. D'accord?
Est-ce que c'est des chiffres qui sont... C'est un tableau très noir que vous nous faites là. C'est pas Wallah, en dépouillant les chiffres, il y a de quoi être complètement abattu. Sincèrement, il y a de quoi être complètement abattu. Et c'est les chiffres de la réalité. Alors, les 35 milliards de dollars, parce que c'est la valeur de la production agricole nationale et qui n'est pas comptabilisée, on ne peut pas, il n'y a aucun moyen de la comptabiliser, parce que ça reste ici. Ce qu'on peut comptabiliser, c'est ce qui sort ou ce qui rentre. Donc on peut faire des recoupements. Donc, c'est impossible, c'est-à-dire, on se retrouve avec une population qui est multipliée par 4, oui, mais toute l'Afrique s'est multipliée par 4. Ok. On se retrouve avec cette même population de 40 millions d'habitants qui importe autant que 600 millions d'habitants. Quand on dit on est les troisième importateurs de lait, on importe 17% du lait mondial. C'est ahurissant. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment, Soufiane Benagila. Aziz Mouatz, vous êtes avec nous. Oui. Vous avez entendu les chiffres que nous donne Soufiane Benagila? Oui, avec un son assez complexe, algérien, quoi, mais malèche. Oui, mais c'est très noir, c'est un tableau très sombre. Mais sinon, quelle solution pourriez-vous préconiser, du moins pour essayer de relever un peu, de commencer à trouver un début de redressement de ce secteur qui va si mal? Enfin, qui va si mal, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on arrive quand même à trouver tout ce que nous avons, ce dont nous avons besoin dans nos assiettes. Il ne faut pas non plus noircir. Ce que disait Soufiane est tout à fait juste. On consacre une grosse somme de devises pour importer des produits que l'on peut produire en Algérie. Moi, je parle de la sécurité ou de la souveraineté alimentaire. Je suis de ceux qui pensent que l'Algérie serait capable, dans un temps très court, pourvu qu'on prenne les bonnes décisions, de s'autosuffire en beaucoup de produits, notamment dans les produits pour lesquels nous avons une expertise, c'est-à-dire la céréaliculture, qu'il faudra nécessairement associer à la culture des légumineuses, les lentilles, la fèverolle, la fève, le pois chiche, le petit pois. Sur les mêmes sols? Sur les mêmes sols? Oui, sur les mêmes sols. C'est des cultures tournantes, comme vous dites, c'est ça? Oui, il faut complètement revenir à une agriculture intelligente. Une agriculture intelligente, c'est une agriculture qui fait d'abord confiance à l'homme et à son intelligence, c'est-à-dire faire ce que font les paysans. Et tous les agronomes vous disent non, il faut faire de la monoculture. Non, la monoculture, c'est une stupidité. C'est l'erreur stratégique qu'il ne faut plus refaire. Et pourquoi? Parce qu'elle fatigue les sols ou pour d'autres raisons? Non, c'est encore plus grave. C'est plus grave que ça. Ça permet l'installation de parasites. Parce que quand vous mettez une même culture au même endroit, il y a quelqu'un qui va s'habituer à cet endroit, il sait qu'il va trouver de la pomme de terre, bien tous les matins, il va passer, il prendra de la pomme de terre. Les parasites, ils vivent comme ça, vous leur donnez un substrat sur lequel ils vivent bien. Tandis que si vous leur mettez plusieurs substrats, donc certains qui n'aiment pas, qui détestent, eh bien, ils vont pas venir parce qu'ils vont se dire, il n'y a pas assez à manger, puis il a changé de culture. Le gars qui a l'habitude de venir voler de la pastèque chez vous, si vous faites de l'oignon, il ne va pas voler de l'oignon. Oui. Les insectes, et c'est de là que part le problème. La distorsion, elle est là. La monoculture favorise l'installation des insectes. Les insectes favorisent les industries pétrochimiques et les industries des pesticides et des engrais et tout. Alors que les plantes, quand elles sont cultivées ensemble et en harmonie, eh bien, elles vont s'entraider, elles vont être en solidarité. L'une va donner des réserves à l'autre, l'autre va soutenir l'autre, l'une va protéger l'autre. Et c'est comme ça que l'agriculture. Nous, on fait une monoculture et puis on dit l'année d'après, il faut faire de la jachère. Non, mais à la limite, Aziz Mouatz, à la limite, moi je verrais ça un peu comme une sorte de méthodologie. Mais sinon, plus loin, plus profond, dans le système dur du régime, dans le noyau, la façon d'être du régime, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille apporter de véritables modifications à la façon de voir, d'entreprendre, d'associer les gens? En deux mots. Oui. En deux mots.
Si Jamel, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas passer, on n'y coupera pas. Il faut absolument, impérativement faire les états généraux de l'agriculture. Où tout le monde va venir discuter calmement, sereinement. Nous sommes un peuple civilisé, nous avons l'habitude, les jama'a, on a l'habitude de discuter entre nous, on a l'habitude de ne pas être d'accord, on a l'habitude de réfuter, mais on a aussi pris l'habitude d'argumenter. Qu'on en parle une bonne fois pour toutes, qu'elles deviennent la sol nationale, les terres que nous avons héritées de la colonisation, qui ont fait le bonheur des domaines autogérés, qui maintenant on distribue à tort et à travers. C'est un patrimoine national qui appartient à toute la communauté. Moi, je suis descendant d'une famille qui a été réprimée, qui a donné le sang. J'ai jamais voulu bénéficier d'un mètre carré de terre escalité parce que c'est la propriété de tous les Algériens. Moi, j'ai des cousins, on a parlé la semaine dernière de l'affaire Bengana. Les terres des Mouad Saskikda ont été achetées sous l'autorité de la France coloniale par les Bengana qui possèdent 500 ou 800 hectares qui ont appartenu. Il ne faut pas aller redemander ces terres-là. Elles sont maintenant la propriété de tout le peuple algérien. Mais faisons en sorte que tout le peuple algérien en profite. Mais comment convoquer, Aziz Mouatz, comment convoquer ces états généraux dont vous parlez, qui pourraient donc être là, parler, évaluer, proposer, attendre que le pouvoir le décide? Le pouvoir, moi je suis désolé de vous décevoir, mais le pouvoir c'est aussi nous, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui produisent des idées, c'est Sofiane, c'est Farhat Aitali, c'est Bolkap, c'est ceux qui ont peur de parler parce qu'ils sont, c'est leur gagne-pain aussi. Alors, le pouvoir il n'est pas... Concrètement, comment convoquer ces états généraux? Concrètement. Eh bien, c'est peut-être grâce à vous, grâce à l'émission que vous êtes en train de... Nous participons chaleureusement et patriotiquement. Il faut discuter. Dans ce pays, on peut parler, on peut discuter, franchement. Et puis en plus, il y va de l'intérêt de tout le monde. Moi, je dis que la première armée de tout un pays, c'est d'abord l'armée des agriculteurs. Parce que c'est là qu'il y a la sécurité. Si vous avez une armée qui n'arrive pas à manger, comment voulez-vous qu'elle aille faire la guerre ou la protéger nos frontières? Il faut bien qu'il y ait des paysans qui lui apportent la pitance, c'est tout. Aux États-Unis, la première force des États-Unis, c'est pas la CIA, c'est pas le FBI, c'est l'association des fellahs américains. Ils ont une dizaine de millions, ou une quinzaine de millions d'adhérents. C'est ça la force et la puissance des États-Unis. Demain, ils vous disent plus de vaches, plus de lait, plus de chicone, plus de rien du tout. Eh bien, vous crevez de la dalle. C'est ça la puissance. Regardez la Chine, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il y a 20 ans, ils ne connaissaient pas les pommes de terre. Maintenant, ils sont devenus le premier producteur de pommes de terre. Regardez l'Inde, comment ils sont en train d'avancer. Regardez le Bangladesh, qui est un petit pays, avec le petit prix Nobel Tahamadek sur le crédit communautaire et tout. Il y a des choses qu'on peut faire dans ce pays. Ce pays, il est immense. C'est quand même la plus grande surface d'Afrique. Et puis, on a ces liens avec l'Afrique subsaharienne. Il faut les faire travailler avec nous. Ce sont nos collègues, nos frères, nos voisins. Faisons des échanges intelligents avec eux. Refondons toute la formation agronomique. Le lien qu'on a à l'agriculture. Il est charnel pour quelques-uns, mais il est délétère pour d'autres. Il faudrait que chaque Algérien, quand il mange une pomme de terre, qu'il sache qu'il y a 2 paysans derrière qui ont produit cette pomme de terre. Qu'ils leur disent salam alaikum, barakallahu fikum. Merci de me donner cette pomme, de me donner cette poire, de me donner cette patate, de me donner cet oignon, de me donner... Il faut que le lien, le rapport à la terre, il change. Et on doit le changer dans nos mentalités, et pas ailleurs. Restez avec chacun prenne sa part. Restez avec nous, Aziz Mouatz. Farhat Aitali, vous êtes avec nous. Farhat Aitali, vous avez entendu les chiffres que nous a donnés Soufiane Ben Agila? À un moment donné, j'étais pratiquement coupé de la conversation. Hein, et le son ne passait pas. Ah, dommage. Parce qu'il nous donne des chiffres complètement ahurissants. Par exemple, que l'Algérie importe à elle seule quasiment le quart en termes de valeur, hein, le quart de ce qu'importe toute l'Afrique, entre autres. Oui, effectivement, c'est le cas dans certains domaines. Nous sommes juste derrière l'Égypte en matière de céréales. Nous sommes pratiquement en pole position en matière de sucre. Pour le lait en poudre, je dirais qu'à chaque fois qu'on intervient sur le marché, il y a une flambée des cours. Hein, c'est tellement les quantités sont importantes, ça fait flamber les cours. Mais le problème qui se pose, c'est que notre consommation aussi nous paraît quand même irrationnelle. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres sont autosuffisants, mais leur autosuffisance, elle colle à peu près à leur mode de consommation. Hein. Vu que certains produits ici sont
il y a apparemment, il y a manifestement une exagération dans la consommation de céréales et de certains autres produits, mais il y a aussi de fortes contrebandes qui se font dessus. J'ai comme l'impression que sur certains volets, nous alimentons le voisinage aussi. Hein. Oui. Alors, Aziz Mouatz, préconisant des solutions, a parlé de convoquer de véritables états généraux de l'agriculture pour en parler sérieusement, pour essayer de sortir de la situation où nous nous trouvons, qui ne trouve pas très grave par ailleurs. Hein. Bon, à la limite, bon, pour la gravité, ça dépend maintenant de quel point de vue on analyse. Hein, parce que quand on voit l'approvisionnement, comme il a dit M. Mouatz, en ce qui concerne l'approvisionnement du marché local, en gros, nous constatons pour une bonne partie des produits en dehors des céréales et du lait, d'ailleurs, curieusement, les seuls subventionnés, nous constatons que pour une bonne partie des produits, on souffre beaucoup plus d'un décalage entre la production et la distribution et de capacité de stockage et de traitement de ces produits que d'une pénurie au sens propre du terme. Les marchés sont quand même bien approvisionnés à certaines périodes de l'année, à tel point que pratiquement les prix sont tellement bas que les cultivateurs ne s'amusent plus à revenir à la charge la saison d'après. C'est ce qui crée des fois des pénuries cycliques. C'est parce que l'État ne joue pas son rôle de régulateur. Il intervient en amont, en aval et à toutes les étapes de la production, d'une manière parfois de soutien, mais aussi de manière obstructionniste. Il y a plusieurs segments qui s'entrechoquent sur la tête du cultivateur, qu'à un moment donné, franchement, tout est déstructuré. Frahata Italie, si l'État ne disposait pas de ce matelas de ressources en devises, est-ce que les agriculteurs pourraient produire la même quantité en volume de ce qu'ils produisent sans recourir aux intrants que permettent ces ressources en devises? Non, mais à la limite, si on coupe les intrants, il est évident que la productivité va chuter. À quel niveau? Est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est juste complémentaire? Évidemment que... Mais c'est important. Je dis bien, si on coupe les intrants. Si on coupe les intrants, il n'y a plus d'agriculture. On peut dire que nous n'avons plus de semences locales dans les grosses productions. Toutes les semences sont importées. Une bonne partie des nutriments aussi, du sol et du phytosanitaire est importé. Mais ça peut se rattraper quand même localement, avec une production locale. Il y a moyen de le faire. Et si on avait réactivé nos semences et nos génomes locaux, on n'en serait pas là. Et ça peut se faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le problème qui se pose, c'est qu'en dehors d'un plan établi suite justement à ces fameux états généraux, où les spécialistes et les intervenants de la filière agriculture en Algérie seront tous plus ou moins invités à tenir des assises qui dureront ce qu'elles dureront, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette politique à la bureaucratique où quelqu'un avec un pouvoir discrétionnaire, à savoir si c'est le sien ou celui d'un autre, peut dicter, d'orienter des liquidités, d'orienter des moyens hydriques et d'orienter pratiquement toute une wilaya au service d'un projet sans trop avoir à rendre de compte plus tard si jamais il est prouvé que c'est une arnaque ou si jamais il foire pour des raisons ou pour d'autres, ben là, à partir du moment où nous avons cette bureaucratie qui a cette capacité d'orienter le pays dans le sens qu'elle veut, il n'y a pas moyen de trouver une solution. Et ça, justement, justement, avec un tel régime et avec de tels intérêts occultes souvent qui sont en jeu, il serait possible d'initier de tels états généraux? De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que là, quand on parle d'intérêts, ce n'est pas des intérêts, parce que les vrais intérêts, même dans les systèmes mafieux, ne consistent pas à pousser les choses à un point de non-retour. Ça ne consiste pas aussi à mettre sur la paille la bête sur laquelle on monte. Donc à partir du moment, je crois que c'est beaucoup plus des penchants que des intérêts bien étudiés. Parce que les intérêts bien étudiés permettent toujours aux pays cibles de tenir debout. Oui, ils ne vont jamais très loin dans la déstructuration des moyens de production du pays ciblé. Là, c'est vraiment de l'incompétence, c'est peut-être même génétique. Et il y a des gens qui, franchement, ils s'autodétruisent en détruisant le pays. Restez avec nous, Frahata Italie. C'est si Balgat.
Tout à l'heure, quand on parlait d'intrants, vous vouliez intervenir. Oui, tout à fait. Parce que non, il ne faut pas considérer que l'agriculture algérienne est, vous savez qu'elle est techniquement, ou même, par exemple, en matière de consommation d'engrais, on est loin du Maroc et très loin de la Tunisie. D'accord. Très loin, parce que les engrais, ça a un prix extrêmement. Donc les paysans n'ont pas de quoi acheter, par exemple, des engrais chimiques. Je dis bien des engrais chimiques. Oui. Alors en matière de fumier, de matière, il y a une déperdition extraordinaire. Nous avons 12 millions de tonnes par an de produits carbonés. Donc de ce qu'on pomme de terre, enfin tout ce qu'on pourrait produire du compost. Mais bien sûr, on peut produire du compost. On peut avec ça, tout le monde le fait. Tout le monde, tous les pays. Il n'y a pas de raison. On ne demande pas aux Algériens d'inventer l'eau tiède. On demande tout simplement de copier les autres et de savoir exactement travailler. De creuser un trou et de mettre toutes les végétations naturelles. Et on le fait très très bien. Et les paysans avant le faisaient sur leur propre petite ferme. Moi, je suis fils de paysan, hein, donc je sais de quoi. Donc là, il y a des solutions. Par contre, avoir cette idée qu'on peut s'autosuffire, c'est impossible. En matière de céréaliculture, si on arrive à réduire, c'est-à-dire à assurer 60% à 80% de notre consommation, c'est un exploit. Par rapport à un climat, il ne faut pas oublier que l'Algérie, c'est le semi-aride à l'aride, avec un changement climatique évident. Nous avons en température moyenne, une augmentation de 1, qui a été mesurée, 1,5 degré sur les hautes plaines orientales, plutôt occidentales. Donc là, on est coincé. On est coincé, il faut trouver. C'est-à-dire, l'agriculture, c'est une histoire de compromis. C'est comment faire. Aujourd'hui, par exemple, l'agriculture pluviale, ce n'est plus possible. Le blé, dans certaines situations, à moins de 500 mm d'eau par an, c'est quasiment impossible. Il faut irriguer. Il faut irriguer. Il faut irriguer, il faut donc transférer l'eau. Faire des transferts. Nous avons la chance d'avoir un château d'eau. C'est tout le littoral, tout le massif kabyle oriental. C'est un véritable. À Kolo, il en arrive jusqu'à 1200, 1300 mm d'eau par an. À Skikda, nous sommes à 850 mm. À condition que cette eau puisse être captée. Tout à fait. Et conservée. Tout à fait. C'est de la petite hydraulique. Il faut passer de la petite hydraulique. Des retenues collinaires, des petits barrages. Il faut recharger les nappes. Il faut savoir recharger aussi les nappes sans consommer des sols fertiles. Et en même temps, mettre à contribution, y compris l'intercalaire. Donc les eaux fossiles. Donc il faut les mettre à contribution. Les mettre à contribution dans une vision écologiquement raisonnable. Donc, faire ça intelligemment. Comment transférer ces eaux? Par exemple, il y avait le projet de transférer cette eau sur les hautes plaines. Un grand projet qui a été abandonné. On a gardé des projets des projets un peu qui n'apportent absolument pas de plus-value, alors qu'on a abandonné ce projet qui est structurant. Comment développer? Vous savez qu'on peut être leader en matière de viande ovine. Nous avons les steppes les plus... Nous avons 30 millions d'hectares. Vous imaginez 30 millions d'hectares. Stépiques, oui. Mais à condition. Mais là, les terres stépiques sont dans un état de dégradation très, très avancé. Donc, comment remettre Et c'est possible. Et c'est possible, nous avons Mais aussi... pourquoi ça s'est dégradé? Pourquoi les parcours stépiques... Parce que c'est la charge. La charge. Par exemple, à l'hectare, dans les conditions, dans la conduite, la conduite traditionnelle, la conduite traditionnelle, la charge est de normalement une brebis et sa suite, donc un agneau, pour 4 hectares. Aujourd'hui, nous avons pour chaque une brebis et sa suite, c'est 0,4 hectares, c'est-à-dire ça a été divisé par 10. Ça veut dire qu'il y a 10 fois plus de cheptel. 10 fois plus, nous avons déclaré 22 millions de têtes. 22 millions. Chaque Algérien, quasiment presque. On a une brebis pour 2 Algériens. Donc on peut... C'est ça. Là. Donc il faut passer à autre chose, à des fermes. Qu'est-ce qu'il faut faire justement en termes de solutions préconisées? Il faut passer à des fermes. C'est-à-dire que le hachaba, comme on faisait la conduite ancestrale,
c'est fini, c'est terminé. Mais c'est une tradition qui ne sera pas facile d'éradiquer. Oui, mais ça a été fait ailleurs, en Australie, dans d'autres pays. Il suffit. C'est-à-dire qu'il faut véritablement un plan STEP. Voilà, un plan STEP. L'éleveur, il cherche ses intérêts. C'est-à-dire, si on lui donne un truc avec des transferts, c'est-à-dire que c'est là où l'État peut jouer un rôle. C'est là où l'État peut jouer un rôle et l'aider justement d'une part, à remettre la steppe en état, donc les nappes alphatières, et dans le même temps, apporter aussi du progrès dans ces endroits. Les gens, ils ont besoin de vivre là-bas. Je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous dire ce que sont les priorités à mettre en place pour essayer de sauver l'agriculture, j'allais dire. Soufiane Benagila, vous nous avez donc dressé un tableau très sombre. Il faut le faire parce qu'il faut prendre la réalité comme elle est plutôt que de fabuler. Mais sinon, qu'est-ce que vous envisagez comme solution à entreprendre dans l'urgence? Bon, c'est vrai que la situation n'est pas, mais elle n'est pas non plus désespérée. C'est-à-dire que je vous dis un truc, en assistant à des conférences à l'étranger, on rigole. Plusieurs fois, j'ai été surpris que l'Algérie soit prise en exemple comme étant l'un des pays, enfin, par tête de personne, par personne, on est le plus gros importateur de céréales dans le monde. Et que c'est le pays qui travaille... Attendez, Soufiane Benagila, pardon, parce qu'il faut relever. Nous sommes le premier importateur de céréales au monde par tête d'habitant. Par tête d'habitant, ouais. Ah ouais. Par tête d'habitant. Nous avons beaucoup de records, hein, franchement. Ouais. Je sais pertinemment que dès cette année, si on le veut, on peut travailler toute la steppe sans que l'État n'intervienne. Et comment? Comment en faisant participer à la population. Et ça amène à parler de... Je reprends un peu Mohamed Harbi qui avait dit, en parlant des domaines à l'autogestion et tout au départ, on pensait à prendre l'indépendance, mais on ne pensait pas à comment faire après. Et en fait, on a eu un pays qui a été fait, pas pour nous, qui a été fait pour d'autres personnes que nous, et y compris notre agriculture. Et si vous voulez, le contrat social qui a été établi par la suite, ça n'a pas été un contrat social dans le sens qui va dans la construction du pays. C'est un contrat social qui a été fait dans la distribution de la rente et donc quelque part du pillage. Et c'est pour ça, par exemple, quand on dit la paysannerie n'apparaît pas, mais tout le secteur productif n'apparaît pas en fait. Hein. Mais on reconnaît, par exemple, là où la paysannerie apparaît, un des points qui est extraordinaire, c'est que chaque Eid Kbir, vous avez au rendez-vous des milliers d'éleveurs qui descendent, qui ramènent le mouton, qui pleuve, avec les années, la décennie noire et tout, ils ont toujours été là. Toutes les années, ils sont là au rendez-vous avec leurs moutons, etc. Ça dénote quelque chose. Et donc, on peut pas, par exemple, la dernière fois, je regardais... le ministre de l'Agriculture, il dit l'an prochain il faudrait augmenter la production de dattes pour qu'on produise tant. Mais on se demande si les gens savent ce que c'est qu'un palmier. On ne peut pas planter un palmier aujourd'hui et lui demander de produire demain. Ça c'est clair. Un palmier quand on le plante aujourd'hui, c'est disons qu'il commence à rentrer pleinement dans ses charges. Moi je parle en tout cas des oasis d'altitude. C'est 10 ans. C'est 10 ans et pendant 10 ans, vous dépensez. Et si vous n'avez pas confiance dans ce contrat social, s'il n'y a pas, alors vous ne pouvez pas vous engager dans une problématique comme ça. Il n'y a pas de soutien. Quand on voit par exemple à côté de nous les Marocains qui reviennent en force là actuellement sur la date, bientôt ça va être commercialisé, il faut voir les aides qu'il y a.
on sait pertinemment que pendant toutes les... Par exemple, si c'est 10 ans, c'est une charge, un palmier. C'est des irrigations, c'est des désherbages, etc. etc. Et ça, ils ont donné, c'est attribué à des jeunes, ils sont formés pour ça, et il y a tout un contrat qui est fait avec la personne qui en bénéficie pour que économiquement et socialement, ça l'arrange. Restez avec nous, Soufiane Benagila. Je dois faire un dernier tour donc, de micro. Aziz Mouatz, c'est la même question que j'ai posée à Farhat Aïta Ali et à Sassi Balgat. Si vous deviez proposer des priorités, quelles seraient-elles? La première priorité, c'est de revenir à un usage rationné et intelligent de l'eau. Et c'est de l'eau qu'on pourra tirer tout le reste, puisque quand on reviendra à un usage raisonné de l'eau, à ce moment-là, on pourra développer et obtenir des rendements et des productions qui feraient beaucoup de jaloux. Ça, j'en suis convaincu. D'après vous, c'est la priorité des priorités? M. Belgat tout à l'heure, Sersi parlait d'agriculture pluviale. Tout le monde nous bassine le truc avec il n'y a plus de pluie. Maintenant, la pluie, elle vient en gros. Parce que même si vous recevez 1000 mm et vous le recevez en 3 jours, vous pouvez attendre le blé. Hein, il ne poussera jamais. Là, il faut réguler l'eau. Il faut absolument réguler. Il faut déplacer l'eau. Il faut réalimenter les nappes. C'est un projet que je porte moi depuis 10 ans avec quelques collègues. Tout le monde nous rit au nez. Les nappes, les puits, les hauts. Vous parlez de la plaine de Gris. La plaine de Gris, tout le monde s'est mis à creuser. Il n'y a plus d'eau pour la plaine de Gris. Il y en a très peu. Les gens de Gris, ils sont en train de produire maintenant à Biskra. Ils se sont déplacés sur 900 km. Ça, c'est pas normal. Il faut réalimenter la plaine de Gris parce que la plaine de Gris est connue pour sa fertilité. Il faut réalimenter la Mitija, il faut réalimenter les plaines intérieures, il faut réalimenter la plaine de Alaba. Et surtout vers l'ouest, les plaines de Bel-Abbas. L'année dernière, à Bel-Abbas, ils ont pas récolté un épi de blé parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Alors que c'est des terres qui sont très fertiles. Il faut leur donner de l'eau, il faut la déplacer de Chlef, de Aïn Defla, de Bouda, de Shari'a, je ne sais pas, de Tizi Ouzou, de Bjaya, de Djurjura. C'est ça les gros transferts et c'est ça la nation qui se construit, les visionnaires. Il faut que quelqu'un ait cette vision. L'eau est indispensable. Il se trouve qu'elle tombe en trombe dans des régions. Maintenant, elle tombe en gros, ne pas en détail. Eh bien, il faut la ramasser. Il ne faut pas la laisser partir à la mer. Quand on a regardé la mer à Mostaganem la semaine dernière, toute la mer est devenue rouge parce que toute la terre de l'intérieur, elle a débarqué, il est tombé 100 ou 150 mm. Ça, c'est un crime économique. D'après vous, quel est le niveau de déperdition des eaux de pluie si on devait les évaluer en pourcentage? Là, de but en blanc, je ne pourrais pas vous dire, mais j'imagine que 80% de la pluviométrie, elle part quelque part. Elle part à la mer, elle part dans les eaux, j'imagine. On n'a pas. C'est notre gestion, je ne vous parle pas des barrages. Moi, j'ai une horreur sainte des barrages parce qu'on sait que le problème des barrages, c'est l'envasement. On a des solutions pour contrôler l'envasement. Les Américains, s'ils veulent venir apprendre avec nous ou nous apprendre, mais allez, il n'y a pas de mal, qui viennent. On a le barrage du Fernou qui alimentait la plaine de Mohamedia Pérego, que vous connaissez très bien, où il y avait 10 000 à 12 000 hectares de grumes. Eh bien, il ne reste plus que 5 000 à 6 000 hectares, parce qu'il n'y a plus d'eau. Alors que l'eau douce existe. Elle part à la mer, elle est dans les marais de la Makta. Elle part à la mer, elle s'en va comme ça. Là, il faut travailler autrement, intelligemment, mais je pense qu'on a les moyens de travailler tout ça. Restez avec nous. Qui tombe, comme le petit paysan de la montagne, qui il a une gouttière, il remplit ses petites jarres. Comment ils faisaient les gens avant? La glace, la neige sur le Djurjura. Les gens, ils cachaient la neige dans les grottes. Ils avaient de la glace toute l'année. Comme disait Soufiane Benagila au début, à la première émission, il y a le savoir-faire local, il faut valoriser tout ça. Il faut revenir à des solutions qui ne soient pas très technologiques, très machin, très lunaires, très interstellaires, je ne sais pas moi. Est-ce qu'on peut changer le climat? Non, il faut s'adapter au climat. Restez avec nous, Aziz Mouatz, jusqu'à la fin de l'émission. Restez avec nous. Sont capables de s'adapter au climat. Les jeunes Algériens sont capables de faire de l'agriculture. Moi, je vois des jeunes qui viennent à l'agriculture. Ils peuvent produire. Maintenant, il faut gérer. Et quand on gère l'eau d'abord. Merci, Aziz Mouatz. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Farhat Aïta Ali, le mot de la fin. Donc, pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Priorité selon vous? En priorité absolue, il faudrait que le monde rural et agricole devienne attractif. Il devient attractif non seulement pour les enfants des campagnes, mais aussi pour les enfants de la ville, particulièrement ceux qui ont été formés dans le domaine.
qui doivent être encouragés à s'aventurer dans des investissements au lieu de s'accrocher au fonctionnariat. Et là, normalement, la priorité absolue aurait dû être donnée déjà au départ à tout ce qui sort de nos instituts de formation en tant qu'agronome en matière d'investissement dans le domaine. Il ne faudrait pas aussi voir trop grand en matière d'investissement, faire des investissements raisonnables sur des génomes locaux, pratiquement miser sur les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, qui ont toujours eu pratiquement droit de séjour chez nous, qui se sont adaptés à notre terreau et à notre climat, et aussi auxquels les Algériens eux-mêmes sont adaptés en priorité absolue. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Farhat Aitali. Soufiane Ben Agila, même question, et le mot de la fin en même temps. Selon vous, les priorités? Moi, j'insiste sur cette histoire de contrat social. Parce que les investissements, premièrement, les investissements dans l'agriculture, ça se raisonne pas sur une seule génération, ça se raisonne sur au moins 2 générations. Et s'il n'y a pas d'assurance, s'il n'y a pas une réelle assise sur laquelle on peut discuter et prévoir, il y a pas, on ne peut pas travailler. Actuellement, pratiquement, l'agriculture, c'est une activité qui est quasiment clandestine dans le pays. Hein. C'est-à-dire on a beaucoup d'agriculteurs. Aujourd'hui, il fait de la patate. Le lendemain, il peut être dans la pièce détachée ou dans n'importe quel commerce. Il y a plein d'opportunistes dans ce truc-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de s'engager pleinement. Vous savez que 40% pratiquement des terres ne sont pas, les gens n'ont pas d'acte et tout, et c'est pas clarifié. On peut faire du fermage, comme il disait tout à l'heure, monsieur. Il faut que ça soit clarifié et légalisé et codifié. Et ça, il y a absence de l'État là-dedans, hein, ça c'est clair. Merci Soufiane Ben Agila. Ça c'est Belgat, donc le mot de la fin vous revient. Oui, ben, moi je vois... Vous avez largement le temps. Hein. Oui, je vois à peu près 4 pistes. D'abord, c'est la réhabilitation du travail de la terre. Il faut donner de la considération aux travailleurs de la terre. Imaginez aujourd'hui, tous les travailleurs de la terre ne sont pas assurés. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas une assurance. Et ça, c'est l'informel qui domine. Parce qu'il n'y a pas de loi ou parce que... Non, même les lois, mais ceux qui font aujourd'hui, ils n'ont pas de... Ils ne déclarent pas. Et là, c'est un travail très, très dur. Se lever à 4 heures du matin pour cueillir de la pomme de terre, faire un truc... Non, moi, je ne le souhaite pas. Ceux qui accusent les jeunes, notamment les paysans, de fainéants, etc., oui. Qu'ils aillent travailler, qu'ils se mettent un peu au travail de la terre et ils verront ce que c'est comme pénibilité, etc. Et là, il faut aussi introduire de la mécanisation. Nous avons un ratio de 1 tracteur pour 87 hectares. C'est le ratio le plus faible de la Méditerranée. C'est le ratio le plus faible. Une pompe à eau, hein, pour plus de 17 hectares. Donc nous n'avons pas, c'est pas une agriculture, parce que là c'est pompeux, on dit on a, etc. Non, au contraire, c'est encore une agriculture qui est sous-mécanisée. Il n'y a pas assez d'injection de savoir, de technique. Et là, de motivation, d'encadrement aussi, d'encadrement technique, de matériaux. Et puis, de reconsidérer, de mettre en valeur justement la paysannerie, de la mettre en valeur. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui va nous sauver l'Algérie. Parce que le risque, et le grand risque, c'est de perdre sa souveraineté. Et la souveraineté alimentaire, c'est le premier élément sur lequel les nations interviennent. Toutes les grandes nations ont réglé toutes ces questions, et notamment la question de la céréaliculture. Moi, je ne vois pas pourquoi les colons, bien sûr, c'est nos parents, c'est nos arrière-parents qui ont travaillé. Ils ont bonifié 2 millions d'hectares. Sommes-nous aujourd'hui, nous avons des terres à bonifier. Sur les hautes plaines, nous avons 2 millions d'hectares qui sont en mesure aujourd'hui, c'est-à-dire si on les bonifie, de recevoir de la céréaliculture. C'est là où il faut engager les transferts d'eau, c'est là où il faut engager. On n'a pas parlé de l'agriculture de montagne. C'est un gisement extraordinaire.
l'olivier. Nous avons des variétés locales, des variétés de trucs. Donc du côté de Gigeli, du côté de Skikda, du côté de... On a des variétés, mais malheureusement, personne ne travaille dessus. Et ça c'est un label. Ça, c'est un label. Nous avons par exemple le problème, y compris de la foresterie. Ça aussi, ça rentre dans l'agriculture. Le liège. Nous pouvons être aujourd'hui le premier leader, le premier exportateur de liège. Voilà un gisement extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de chênes liège sur le littoral, je crois. Bien sûr. Et on fait, en plus, aujourd'hui, c'est pas du chêne liège là. Maintenant, c'est de la culture. C'est de la culture. L'agroforesterie, ce n'est pas... On peut faire sous le chêne liège, on peut faire de la culture, des céréales, etc. Donc, on a les arbres fruitiers, notamment on importe des amandes. Mais nom de Dieu, c'est pas possible. Les amandes, on peut les faire pousser dans toute l'Algérie, sur tout le littoral, enfin sur tout, y compris en descendant jusqu'à l'Izoët, 250 mm et moins de 250 mm, et sur des sols qui ne sont pas du tout fertiles. Et là, l'amandier, c'est un résistant, c'est un superbe résistant. La vigne de table. La vigne de table, nous étions quand même, nous avons une capacité extraordinaire. Comment aujourd'hui booster tous ces trucs-là? Et là, je rejoins mes amis pour dire, il nous faut des assises. Et je vous en félicite d'avoir ouvert justement ce premier débat, parce que nous, on est complètement, on est privé de parole. On est privé de parole sur la question de la truc. Quelle est la télévision publique? Mais pour tout ça, il faut une vision politique. Absolument. En plus des états généraux que vous appelez de vos voeux. Mais c'est ce débat-là qui va l'imposer. C'est ce débat-là. Aucun système, quel qu'il soit, aucun truc. L'Algérie nous appartient à tous. Nous sommes des citoyens. Il faut se comporter en citoyen. L'Algérie n'appartient pas dans un pays qui pourrait menacer famine. Absolument. L'Algérie n'appartient pas à une minorité. L'Algérie appartient à 40 millions et bientôt 50 millions. Nous arrivons aujourd'hui difficilement à nourrir, enfin avec les importations. Heureusement qu'il y a encore le Sud qui nous, avec le gaz et le pétrole. Mais demain, imaginez la dernière goutte. Et ces enfants, ces petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont trouver? L'enfant qui est né aujourd'hui, ils vont trouver que nous avons mangé leur blé en herbe. Absolument. Merci, Sassi Balgat. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui est vraiment très enrichissante. Je remercie mes invités pour tout ce qu'ils nous ont apporté d'informations, de clarté, de vision et surtout de générosité. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, et je rappelle, pour les personnes qui souhaiteraient apporter des explications ou répondre à ce qui a été dit dans cette émission, que nous sommes tous disposés à lancer une autre émission dans le même contexte. Merci beaucoup. Bqaw ala khair. Bislama.